Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire d'une série de 3 que nous avons le plaisir de co-animer encore une fois avec Vaughan Avocat et Expatéo. Je vous propose peut-être, parce il est pile 32, on a 2 petites minutes de retard, je vous propose d'attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde nous rejoigne avant de rentrer dans le vif du sujet, si ça vous va. On peut se dire qu'on commence à 33 ou 34. N'hésitez pas à me dire si tout fonctionne, si vous m'entendez bien, mettez des pouces, des smileys. Ça a l'air de bien marcher, j'ai l'impression que vous m'entendez. Euh, Vous allez voir, en fait, vous allez avoir la possibilité d'échanger avec nous dans le chat ou dans l'onglet questions sur votre droite, sur la droite de votre écran. Et puis la petite particularité de ce webinaire, c'est qu'on va régulièrement poster des sondages. Donc n'hésitez surtout pas à prendre les 10-15 secondes pour participer au sondage. Donc les réponses sont confidentielles pour les autres participants. Voilà, pour info. Bon, je pense qu'on a quasiment atteint le nombre d'inscrits. On va laisser les autres venir tranquillement. Je fais une toute petite intro avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec nos experts. Nos expertes, d'ailleurs, on a que des expertes aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je suis Caroline Treuillard, directrice générale de Mobility Compliance Group. Nous, on vous accompagne dans toute la compliance pour les mobilités vers la France, vers l'étranger, en Europe, dans le monde. Et on gère toute la partie formalité immigration, protection sociale et détachement. Le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est immigration en France, évolution des procédures et des possibilités de recrutement à l'heure actuelle. Donc, quels sont les collaborateurs étrangers que vous pouvez recruter en ce moment dans le monde, dans l'Union européenne et en France? Et puis, on fera aussi un focus sur la dématérialisation des procédures et la réorganisation des services de l'État qui sont en charge de l'immigration en France, parce qu'il y a beaucoup de changements qui risquent de vous impacter. Donc, le sujet immigration ce matin est présenté par Emma Wikowska de France Immigration. Ensuite, on aura Samia Féline de Vaughan Avocat qui nous parlera, elle, du régime fiscal des impatriés. Et enfin, Sophie Cerisier d'Expatéo nous expliquera comment gérer et accompagner avec le digital les talents impatriés. Donc voilà pour le sommaire. On est ensemble pour une bonne trentaine de minutes. On va essayer de pas trop déborder. 30-45 minutes, grand max. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, donc sur la droite de votre écran. On va essayer d'y répondre au fil du webinaire, mais sinon on essaiera de prendre 5 minutes si on a un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Et dans le pire des cas, si on n'a pas le temps, on prendra vos coordonnées et puis on reviendra vers vous. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Je laisse la parole aux expertes. On commence par Emma sur la partie immigration. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais aborder avec vous deux sujets très actuels en immigration française. D'abord, je vais vous présenter les possibilités de recrutement de salariés étrangers, qu'ils soient à l'étranger ou déjà résidents en France. Et ensuite, je vous parlerai des réformes récentes qui ont modernisé les procédures d'immigration et réorganisé les services de l'État. Commençons tout de suite avec le recrutement des collaborateurs en France. Alors, pour recruter des salariés depuis l'étranger, il faut que ces derniers soient bien évidemment autorisés à rentrer sur le territoire français. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des voyages depuis l'étranger? Tout d'abord, concernant les déplacements intra-UE, il n'y a pas de restriction, sauf les mesures sanitaires, c'est-à-dire le test PCR négatif de moins de 72 heures. Attention, il existe une règle particulière. Si le voyageur entre en France, mais qu'il a séjourné dans un pays hors de l'Union européenne dans les 14 jours précédant l'arrivée, il est soumis au régime des voyageurs arrivant d'un État extérieur à l'espace européen. Donc, par exemple, si un ressortissant espagnol revient chez lui en Espagne après un voyage aux États-Unis et qu'il souhaite tout de suite voyager en France, il devra justifier d'un motif impérieux. Ou alors, il doit attendre 14 jours en Espagne pour ensuite pouvoir voyager librement, sans restriction, à part toujours le test PCR. Ensuite, concernant les déplacements depuis un État hors de l'Union européenne, il existe trois cas. Le cas général.
Donc, c'est les voyageurs en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui sont soumis au régime des motifs impérieux pour pouvoir rentrer en France. Donc, seules certaines catégories de voyageurs sont autorisées à rentrer en France et à obtenir des visas. Donc, par exemple, les statuts passeport talent sont inclus alors que les détachés sont exclus. Des mesures sanitaires sont toujours applicables, test PCR négatif de moins de 72 heures et la cétane obligatoire à l'arrivée en France. Ensuite, la Green List. Alors, la Green List, c'est 6 pays de provenance qui font l'objet de restrictions assouplies. Il s'agit de l'Australie, la Corée du Sud, Israël, Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Pardon. Les voyageurs en provenance de l'un de ces pays ne font l'objet d'aucune restriction d'immigration. Ils ont la possibilité d'obtenir des visas, quel que soit le motif du voyage. En revanche, les restrictions sanitaires s'appliquent toujours, test PCR et septaine à l'arrivée en France. Il y a des négociations actuellement en cours au niveau européen pour revoir cette green list. En effet, la France aimerait y inclure les États-Unis, mais uniquement sous réserve de réciprocité. Concernant les déplacements vers et depuis le Royaume-Uni, depuis le 31 mai, toute entrée ou sortie du territoire français est soumise au régime de motifs impérieux. De plus, il faut présenter un test PCR de moins de 48 heures et non plus 72 heures et se soumettre à un isolement de 7 jours à l'arrivée en France. Enfin, la blacklist. Alors, la blacklist, c'est 16 pays de provenance qui font l'objet de restrictions renforcées cette fois-ci. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Bahreïn, Bangladesh, le Brésil, Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Suriname, l'Inde, le Népal, le Pakistan, la Bolivie, le Sri Lanka, la Turquie et l'Uruguay. Donc il y en a beaucoup. Les voyageurs en provenance de ces pays sont soumis à un régime de motifs impérieux plus restrictif que les autres. En effet, seuls sont autorisés à entrer en France les ressortissants français, les ressortissants européens et les ressortissants non européens, mais ayant déjà leur résidence. Sauf exception, aucun visa n'est émis dans ces pays jusqu'à nouvel ordre. Et les mesures sanitaires sont aussi plus strictes, avec un test PCR négatif de moins de 36 heures, un test antigénique négatif de moins de 24 heures et un isolement de 10 jours à l'arrivée en France. Donc ces listes à jour en fonction de l'évolution de la crise sanitaire dans le monde. Elles sont donc en mise à jour mise à jour perpétuellement. Donc, par exemple, le Royaume-Uni est sorti le 31 mai de la Green List, donc il y a à peine 3 jours. Et ce matin, la Blacklist aussi a été modifiée avec 2 nouveaux pays qui ont intégré la Blacklist et 2 qui ont sorti la Blacklist. Donc, vraiment, il faut suivre ça de très près. Passons maintenant au recrutement des résidents en France. Alors, je vais aborder les cas les plus fréquents des recrutements de ressortissants étrangers déjà en France. Cela concerne d'une part les étudiants qui sont en cours d'études ou ont terminé leur formation et d'autre part des salariés qui travaillent déjà au sein d'une entreprise. Alors, concernant les étudiants, s'ils sont encore en cours d'études, vous pouvez souhaiter par exemple les recruter en contrat professionnel ou en contrat d'alternance. La conclusion d'un contrat d'alternance entraîne de droit la délivrance d'une autorisation provisoire de travail par les services dédiés. Donc cette autorisation de travail, elle doit être obligatoirement obtenue avant le début du contrat. Concernant ensuite les étudiants qui ont terminé leur formation et sont déjà diplômés, afin de les recruter, il faudra déposer une demande de changement de statut. Le changement de statut est obligatoire pour tout recrutement pérenne dès obtention du diplôme. Le statut de travailleur applicable, le process et les délais sont déterminés selon le profil du candidat et les conditions d'emploi. Donc, par exemple, si le statut applicable est un statut salarié, le process sera l'obtention d'une autorisation de travail, puis l'obtention de la carte de séjour. Si le statut applicable est un passeport talent, alors là, ce sera directement la demande de changement de statut déposée sur la plateforme dédiée dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, je vois qu'on a un premier sondage ici. Normalement, il doit s'afficher pour vous dans l'onglet sondage. Je vais vous le lire. Êtes-vous actuellement confronté à des situations d'alternant ou changement de statut? Oui, et je sais comment gérer. Oui, et je suis perdu. Non, et ça ne me concerne pas. Donc, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Je, je vais enchaîner avec le changement d'employeur. Alors, en plus des étudiants, il est possible également que vous souhaitiez recruter un salarié de nationalité étrangère qui travaille déjà pour une entreprise française. Dans ce cas, il peut être nécessaire de procéder à un changement d'employeur.
Un décret du 31 mars 2021 et 2 arrêtés du 1er avril 2021 ont modifié les règles du changement d'employeur. Sachez que ces textes ont aussi apporté d'autres modifications, telles que la mise à jour de la liste des pièces à fournir ainsi que la liste des métiers en tension. Alors, pour revenir au changement d'employeur, avant le 1er avril, un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour travailleur, salarié ou passeport talent, était lié à son employeur sponsor durant 2 années. Si la rupture était volontaire, le changement d'employeur était acté sans formalité, à part la notification préfectorale. Si en revanche la rupture était volontaire, il fallait alors déposer une demande de changement d'employeur auprès de la préfecture et malheureusement, ces demandes étaient très peu souvent visées favorablement par les autorités. Depuis le 1er avril 2021, la règle des 2 années n'existe plus. L'article R 5221-1 grand 2 du Code du travail dispose que tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. Ainsi, un salarié ou un travailleur temporaire doit obtenir une autorisation de travail préalablement à tout nouveau contrat de travail, peu importe le motif de fin de contrat. Du coup, l'opposabilité de la situation de l'emploi doit être anticipée afin de réduire les délais. En revanche, un passeport talent peut à présent changer d'employeur à tout moment, peu importe le motif de fin de contrat, sans formalité d'immigration, à part toujours la déclaration préalable d'authentification qui reste obligatoire. Je vois qu'on a un deuxième sondage ici. Sarah, je te laisse le lancer. Je vous laisse y répondre. Alors, procédez-vous aux vérifications nécessaires avant le recrutement d'un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour travailleur? Oui, toujours. Non, je découvre la chose. Moi, non, et je ne sais pas qui gère ça en interne. Je vous laisse un instant pour répondre si vous souhaitez. Euh, alors, passons maintenant à la deuxième partie de ma présentation, c'est-à-dire la modernisation des procédures et réorganisation des services de l'État. Alors, concernant la modernisation des procédures, cette modernisation, elle passe par la dématérialisation des procédures d'immigration via une nouvelle plateforme que l'on appelle ANEF. ANEF, c'est le sigle pour Administration numérique pour les étrangers en France. Cette plateforme a été mise en place à l'automne pour les demandes de titres de séjour étudiants uniquement à l'époque. Et depuis le 6 avril 2021, elle est ouverte aux demandes d'autorisation de travail, conjointement à la réorganisation des services de la main-d'œuvre étrangère dont je parlerai dans quelques instants. Et enfin, depuis le 25 mai 2021, elle a été également ouverte aux demandes de titres de séjour passeport talent au niveau national et cela concerne toutes les demandes, donc première demande, renouvellement et également changement de statut. Alors enfin, concernant la réorganisation des services de l'État, depuis le 6 avril 2021, la directe n'existe plus. Désormais, ce sont les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités DRETS. Et en Île-de-France, ce sont les directions régionales et interdépartementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités DRIETS qui instruisent les demandes d'autorisation de travail. Les demandes sont soumises via la plateforme en ligne tout à l'heure, la NEF. Et pour le moment, nous observons des délais de traitement tout à fait raisonnables. Il faut compter environ 1 à 3 semaines pour obtenir l'autorisation de travail, au lieu de 4 à 6 mois, il y a encore quelques mois de ça. Donc c'est une considérable pour l'administration française qui gagne en efficacité grâce à cette réforme. Cependant, il faut retenir que c'est un basculement du ministère du Travail au ministère de l'Intérieur et cela veut dire plus de contrôle, plus de sanctions et donc plus de vigilance de votre part et de la nôtre. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je laisse la parole à Samia et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Merci Emma. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, après avoir parlé d'immigration, nous allons parler du régime fiscal des impatriés qui attire aussi beaucoup de salariés en France parce que donc la France a prévu ce régime fiscal pour attirer les talents qui ont des belles rémunérations et on va voir que ce régime fiscal des impatriés prévu par l'article 155B du Code général des impôts nous permet à la fois d'exonérer les suppléments de rémunération d'un salarié qui viendrait travailler en France et également d'exonérer des jours travaillés à l'étranger par un salarié qui serait domicilié en France. Donc, c'est une exonération pour le salarié, mais
Il y a aussi un bénéfice pour l'employeur parce que si, par exemple, un employeur garantit un salaire net auprès d'un salarié étranger qui viendrait travailler en France, diminuer l'impôt, ça diminue le salaire brut qu'on va verser aux salariés et donc les charges patronales. Donc, c'est tout ce qu'on va voir ce matin. Alors, quelles sont les conditions posées par ce régime de l'article 155B? Cet article, ce régime des impatriés, il va s'appliquer aux salariés ou dirigeants assimilés à des salariés. Donc, notamment, au sein, je fais référence à l'article 80 du Code général des impôts qui précise quels dirigeants peuvent être considérés comme des assimilés salariés. Mais pour information, c'est le cas du président du conseil d'administration dans une société anonyme, du directeur général, des membres du directoire et membres du conseil de surveillance, par exemple, au sein d'une société anonyme ou d'une SAS. Pour les SARL, c'est le cas du gérant minoritaire. En tout cas, donc salarié ou dirigeant, dans ces deux situations, vous pouvez prévoir l'application du régime si vous êtes soit dans le cas d'un salarié qui est à l'étranger et qui est appelé par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise en France. Donc, c'est-à-dire que vous avez un salarié qui est auprès d'une entité étrangère et qui va venir en France auprès d'une société réelle française. Donc ça, la plupart des cas sont les mobilités intragroupes. Donc vraiment, quand vous avez par exemple une société mère qui détache un salarié auprès de sa filiale en France, vous êtes dans ce cas-là d'une mobilité intragroupe et sous respect des autres conditions que je vais vous présenter, vous pourrez appliquer ce régime. La deuxième situation, c'est des personnes qui ne sont pas forcément salariées d'une entité du groupe à l'étranger, mais qui sont à l'étranger, soit salariés d'une autre entreprise, soit des indépendants à l'étranger, soit sans activité avant le recrutement en France, et donc qui vont être recrutés directement par une société française pour venir travailler en France temporairement ou de manière indéterminée. Donc, ces deux situations, les mobilités intragroupes ou les recrutements directs sont prévus. Pour ces situations, on peut appliquer l'article 155B sous respect des conditions ensuite de résidence. Alors, quelles sont les conditions de résidence fiscale? L'article 155B est prévu pour des salariés qui ne sont pas domiciliés en France antérieurement à leur prise de fonction en France et pendant une durée de 5 ans. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez prévu qu'un salarié prenne une fonction en France à partir du mois, on va dire, d'avril 2021, il ne faut pas que ce salarié ait été résident fiscal français depuis 2020, 19, 18, 17, 16, donc depuis 2016 compris, il faut qu'il ait été non-résident. Alors, ça veut dire non-résident, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu d'obligation déclarative en France, puisqu'on peut avoir des déclarations à déposer en France parce qu'on est non-résident. Donc, s'il est non-résident, cela suffit à prouver ce critère-là. Donc ça, c'est le premier critère, c'est de ne pas avoir été résident fiscal français pendant les 5 années précédant la prise de fonction. Le deuxième critère, cette fois, c'est qu'il faut avoir transféré sa résidence fiscale française au moment de la prise de fonction en France. Et l'administration fiscale est venue préciser comment déterminer ce critère de domiciliation fiscale en France à compter de la prise de fonction. Et la doctrine administrative impose en fait que la domiciliation fiscale en France se fasse en vertu des articles 4B petit a et petit b du Code général des impôts, c'est-à-dire que le salarié doit avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal. Le foyer étant entendu comme vraiment un logement où factuellement le salarié vit. Et il faut avoir cette condition et il faut avoir une deuxième condition, c'est exercer en France son activité professionnelle à titre principal. C'est le petit b de l'article 4B. Donc ces deux conditions sont indispensables pour avoir la domiciliation fiscale en France. Donc si votre salarié est résident fiscal français sur la base de cet article 4B du droit interne français, et qui n'est pas non-résident par la convention, parce que vous pouvez avoir certains salariés qui vont être résidents fiscal français en vertu des critères internes, de droit interne, mais les conventions fiscales
peuvent faire que, qui sont supérieurs au droit interne, peuvent faire qu'un de vos salariés va maintenir peut-être une résidence dans son pays d'origine parce que, par exemple, sa famille reste dans son pays d'origine. À ce moment-là, attention, si vous avez des salariés qui sont non résidents, l'article ne s'applique pas en principe. Je dis en principe parce qu'il y a une petite tolérance à laquelle il faut prêter attention. Souvent, vous avez des salariés qui vont venir prendre une fonction en France, mais leur famille, parce que la famille attend la fin de l'année scolaire, donc l'époux ou l'épouse avec les enfants prévoit d'arriver en France que l'année suivante ou en septembre, alors que le salarié est venu en avril. À ce moment-là, votre salarié pourra être non résident parce que souvent le fait que la famille soit à l'étranger impacte la résidence, donc maintient la résidence dans le pays d'origine. Donc à ce moment-là, votre salarié sera non résident le temps que la famille rentre en France, mais ça ne l'empêchera pas de bénéficier du régime des impatriés. L'administration a cette tolérance-là, sous réserve que l'arrivée de la famille se fasse avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la prise de fonction. Et il y a aussi, donc, une fois que vous avez respecté ces conditions, l'article 155B s'applique sous réserve, en principe, de maintenir la même fonction au sein de l'entreprise française, mais l'administration est venue préciser que s'il y a un changement de fonction en France au cours de l'application du régime et que ce changement de fonction se fait au sein de la même entreprise ou au sein du même groupe d'entreprises, et là, c'est la définition du groupe définie par le Code du commerce, hein. Si le changement de fonction intervient au sein du même groupe ou de la même entreprise, l'article 155B continue de s'appliquer. Donc ça, c'est une précision qui a été récente et qui est bienvenue, que l'administration a apportée. Donc on voit que ce régime, hein, l'administration plutôt l'assouplit, a prolongé la durée également, on va le voir. Donc c'est vraiment un régime auquel l'administration fiscale tient pour attirer des talents. Alors quel est le bénéfice pour le salarié? Donc, ce régime des impatriés permet, premièrement, d'exonérer les primes liées à la mobilité. Dans une mobilité, vous pouvez avoir un salarié qui bénéficie de primes d'impatriation, d'aide pour le logement, de frais de scolarité qui sont payés par l'employeur, d'indemnités coût de vie. Ces primes, si elles sont indiquées au contrat, elles peuvent bénéficier d'une exonération fiscale. Donc, elles ne seront pas soumises à l'impôt. Ça, c'est une exonération sur la base des primes réellement indiquées au contrat et pour leur valeur indiquée au contrat. Si vous avez si vous avez des prises de fonction depuis le 15 novembre 2018, vous pouvez opter pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation à hauteur de 30%, jusqu'à 30% de la rémunération nette imposable du salarié. Donc, plutôt que de prendre les indemnités réelles au contrat, vous pouvez opter pour 30% d'exonération, sous réserve, on va voir, du salaire de référence. Donc, ça, c'était possible avant que pour les personnes recrutées directement de l'étranger, donc pas les mobilités intragroupes. Et depuis le 15 novembre 2018, c'est possible pour toutes les impatriations, donc que ce soit de la mobilité intragroupe ou du recrutement directement de l'étranger. Donc, cette option pour le régime forfaitaire, pour l'évaluation forfaitaire, est très intéressante. Alors, il y a un plafond, évidemment. L'administration indique que vous ne pouvez pas, une fois que vous avez exonéré les primes au régime réel ou au salaire de référence, votre salarié ne peut pas être imposable sur un salaire inférieur au salaire de référence qu'aurait une personne qui a les mêmes fonctions en France. Mais l'administration permet de se référer au minimum de rémunération que vous, employeur ou une entreprise analogue à la vôtre, octroie à un salarié qui a les mêmes fonctions. Alors en pratique, comment déterminer ce salaire de référence? Ça n'est pas forcément le salaire conventionnel, le minimum conventionnel, puisque si dans votre entreprise, vous avez des grilles de salaire plus avantageuses que les minimums conventionnels, il faut se référer à vos grilles de rémunération interne.
Et vous prenez le minimum, et c'est ce minimum qui sera le palier. Votre salarié sera au minimum imposé sur cette somme, une fois qu'on aura enlevé les primes d'impatriation évaluées forfaitairement ou non. Alors, ça, c'est la première exonération. Et en plus, un salarié qui vient en France travailler pour une entreprise française, si ce salarié a des activités, a des voyages d'affaires dans l'intérêt direct de l'entreprise française, il pourra exonérer la partie de rémunération qui se rapporte à ses jours à l'étranger. Et donc, on limite, une fois qu'on a exonéré les jours à l'étranger et les primes d'impatriation, on limite toute l'exonération à 50% de la rémunération totale avant exonération. Ou alors, dans certains cas, il y a un second plafond qui est plus intéressant quand on a des belles primes d'impatriation indiquées au contrat. Il peut être plus intéressant de choisir la deuxième option de plafonnement qui est on exonère les primes au contrat et on exonère en plus 20% des jours à l'étranger. Donc, selon les cas, ça peut être un plafond ou l'autre plafond qui est intéressant. Et il faut le prévoir dans la déclaration du salarié. Alors, le régime va s'appliquer pendant une durée temporaire, mais une durée qui dure jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant la prise de fonction. C'était 5 ans auparavant, ça a été élargi par l'administration. Donc, désormais, ce régime s'applique pendant 8 ans, et même 31 décembre de la 8e année suivant celle de la prise de fonction, c'est-à-dire que le régime peut s'appliquer pendant 9 ans au maximum. Véritablement. Donc, c'est quand même intéressant pour des salariés qui viennent temporairement exercer leur activité en France. Et c'est une exonération totale. Si vous connaissez le régime des détachés ou des primes d'expatriation prévues par l'article 81 B du Code général des impôts, lui, ce n'est pas une exonération vraiment totale parce qu'il faut prendre en compte la rémunération dans le taux effectif d'imposition. Là, c'est une exonération totale, donc qui n'est pas soumise à impôt. Et je vous ai indiqué également que ce régime permet également aux salariés d'être exonérés à hauteur de 50% de certains revenus passifs, intérêts, dividendes, plus-values. Alors, pour avoir un exemple chiffré, je vous ai mis un exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 euros de salaire de base et qui a une prime d'impatriation de 30 000 euros, donc un salaire brut total de 130 000 euros. Avec le régime de faveur, son salaire net en poche est de 87 500 euros, alors que sans le régime de faveur, il aurait 73 000 parce que l'impôt, on le voit, l'impôt est supérieur. Donc, ça lui fait un gain annuel de 14 000 euros à peu près. Sur 8 ans, 113 000 euros. Donc, ça peut vraiment attirer les salariés. Quand vous leur présentez leur rémunération nette, ils peuvent se dire vraiment, j'ai un intérêt à venir en France. Alors, quel est le bénéfice pour l'employeur? Comme je vous ai indiqué, le fait de réduire l'impôt pour votre salarié qui va venir en France, si en amont de l'impatriation, vous souhaitez garantir à ce salarié un même net en poche qu'il a par rapport à sa situation de référence dans son pays d'origine. Par exemple, dans notre exemple là que vous voyez, dans la colonne rose, vous avez un salaire de 150 000 qui, dans le pays d'origine, garantit au salarié 165 000 euros. Pour garantir, 94 000 euros. Pour garantir les 14 000 euros de salaire net en poche, si vous n'avez pas le régime de faveur en France, vous devrez payer 174 000 euros à votre salarié en salaire brut pour qu'après déduction de l'impôt et des charges sociales, il ait 94 000 en net. Si vous avez le régime de faveur qui s'applique, vous pourrez diminuer l'impôt, donc ne payer que 145 000 euros à votre salarié parce que l'impôt est plus faible. Donc par là, vous diminuez le brut à verser et donc les charges sociales patronales. On voit que vous avez un gain annuel de 43 000 euros par rapport à si vous n'avez pas de régime favorable. Alors, pardon, à ce moment-là, il y a un petit sondage auquel vous pouvez répondre, donc en allant à droite de votre écran. Donc, pensez-vous au régime fiscal des impatriés pour attirer le recrutement de personnes venant de l'étranger? Vous savez oui, non, ou alors vous n'avez pas de salariés qui pourraient bénéficier de ce régime.
Et enfin, donc, si vous avez ce régime qui s'applique, il y a des obligations, vous, en tant qu'employeur. Si vous avez un salarié qui est sous DSN, donc sous paye française, vous avez l'obligation d'indiquer les sommes exonérées dans une case spécifique de la DSN. Et vous avez l'obligation aussi d'appliquer le prélèvement à la source sur une rémunération nette imposable après retraitement, donc après exonération de l'article 155B. Ce qui vous impose du coup une mise en place d'un process de demander chaque mois le calendrier des jours travaillés en France de vos salariés, vérifier les plafonds annuellement, informer votre salarié des sommes exonérées. Ça, c'est comme sont présentées dans le BOFIPS, sont présentées toutes ces obligations. On sait que c'est assez compliqué quand on n'est pas expert d'appliquer et de savoir et calculer ce régime. Donc, j'en viens à ma dernière question de sondage. Est-ce que vous procédez aux vérifications nécessaires avant le recrutement d'un ressortissant? Non, pardon, Sarah, tu peux... Voilà. Est-ce que vous seriez intéressé par une assistance pour traiter les rémunérations exonérées de vos salariés impatriés en DSN? Parce que ce process peut être assez lourd. Et donc, nous, on assiste des entreprises pour retraiter les rémunérations chaque mois de salariés impatriés. Voilà, je vous laisse répondre. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je te laisse la parole, Sophie. Merci, Samia. Oui, en effet, je vais prendre le relais. Alors moi, pour vous parler aujourd'hui de la gestion et de l'accompagnement des talents impatriés et en quoi les solutions digitales peuvent vous aider ou améliorer les questions améliorer vos interventions sur ces questions. Alors, il y a une première question qui va apparaître aussi dans le sondage. Sarah, je te laisse, je ne sais pas si elle a été publiée. Voilà, quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer dans la gestion de vos talents impatriés? Et pendant que vous y répondez, j'avance sur la slide suivante, c'est-à-dire de souligner, et on l'a vu à travers les présentations d'Emma et de Samia, comment la question de l'accueil et de l'accompagnement des talents en mobilité internationale, et notamment l'impatriation, répond à un enjeu fort d'attractivité. Particulièrement sur certaines entreprises ou certains secteurs qui sont en tension. Je peux prendre l'exemple du numérique que nous connaissons bien. Et ça va placer la qualité de l'accueil qui sera fait auprès de ces talents impatriés au centre de ce levier d'attraction. Et à contrario, au revers de la médaille, une mobilité internationale mal gérée, elle peut se révéler non seulement catastrophique sur l'engagement du talent, mais aussi avoir des répercussions financières pour l'entreprise et en termes de réputation. Alors, je vais avancer un peu vite. Alors qu'est-ce qu'il en est en France? Donc, vous le savez, la France, elle a investi fortement sur ces questions d'attractivité, notamment pour l'investissement des entreprises étrangères en France, mais aussi sur le recrutement des talents étrangers. Et pour ça, elle a mis tout un tas de dispositifs en place, un dispositif ou d'action ou de démarche. Les dispositifs, j'ai mis ici quelques exemples comme Choose Friends, Welcome to Friends et sa déclinaison dans les agences régionales d'attractivité, des réseaux font le relais de ces dispositifs. Donc là, j'ai mis French Tech parce qu'on est particulièrement nous mobilisés dans ce réseau-là. Et l'accès, donc ça, Emma en a parlé tout à l'heure, aux démarches simplifiées par la dématérialisation via l'administration numérique pour les étrangers en France, et l'accès à des démarches simplifiées via le passeport talent pour le recrutement de certains profils qui sont particulièrement recherchés en France. Et puis, on a vu également l'émergence dans ce contexte-là de solutions qui sont arrivées sur le marché pour proposer des solutions un petit peu innovantes en termes d'accès à l'interculturel, au logement, déménagement, langue, et puis je vous le présenterai tout à l'heure sur l'assistance aux démarches. Alors, en quoi la technologie, elle peut venir aider sur ces questions-là de gestion des talents impatriés? Alors, petite préambule pour dire que la technologie, elle va être vraiment pertinente, que si elle va vous permettre de faire mieux et de placer
votre plus-value d'humain, voilà, vous libérer du temps pour aller sur des actions avec une forte valeur ajoutée. Alors, en quoi la technologie, elle va pouvoir améliorer votre gestion des talents impatriés? C'est déjà qu'elle va pouvoir proposer pour le salarié impatrié un accompagnement qui va être amélioré en lui donnant un accès à l'information et un suivi de tout son projet et de son avancement sur les différentes étapes. Elle va permettre aussi un gain de temps sur toutes les tâches chronophages, que ce soit côté RH ou côté salarié, parce qu'on va pouvoir proposer de les automatiser. Elle va permettre également pour les RH d'avoir un meilleur pilotage de l'ensemble des mobilités internationales et d'avoir un vrai focus sur la question de l'impatriation en termes de suivi, d'organisation, de prise de décision et de gestion de tous les points de conformité qui ont également été évoqués, et de garantir tout cela dans un environnement sécurisé avec une protection des données personnelles dans le cadre du RGPD, puisque c'est une obligation réglementaire. Alors, je vous ai mis là très vite quelques axes de développement qui peuvent être des axes de développement technologique qui peuvent être pertinents pour la gestion de la mobilité internationale, parce que ça va permettre de pouvoir connecter ces talents recrutés au sein d'un écosystème avec l'ensemble des parties prenantes qui interviennent sur son dossier. Donc, ça va lui permettre voilà, d'être en contact et en relation en temps réel avec le RH, les différents prestataires qui vont l'accompagner dans sa mise en place, ou une communauté au sein de, par exemple, l'entreprise pour pouvoir assurer son accueil. Ça va pouvoir permettre de dématérialiser certains process, notamment le process d'impatriation, de pouvoir l'intégrer au sein d'une gestion globale des mobilités internationales. Ça va pouvoir vous permettre de gérer toute la partie documentaire, c'est-à-dire en termes de stockage et de stockage, de gestion, mais aussi d'édition automatique de documents. Ça peut vous permettre aussi d'automatiser certains arbres de décision selon des conditions qui sont définies au sein de l'entreprise, ou d'éditer des formulaires intelligents, et tout ça, on l'a vu tout à l'heure, dans un environnement sécurisé. Alors, il y a un autre sondage. Voilà, est-ce que vous pensiez que le recours à des solutions digitales peut vous permettre d'améliorer votre gestion de repatriation? Et pour vous montrer voilà, comment ça peut se passer concrètement, je vais faire un petit partage d'écran pour vous présenter comment ça peut se passer au niveau du pilotage RH via une solution digitale et aussi via un assistant personnel pour le salarié. Alors, n'hésitez pas à envoyer des petits pouces quand vous voyez mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien? OK. Alors, là, je vais vous présenter une interface de gestion. Alors, je ne vous vois plus, donc voilà, Sarah, n'hésite pas à ouvrir le micro si jamais il y a un problème, parce que je ne vois plus du tout l'accès voilà, au dashboard. Donc là, je vous présente une solution qui vous permet de piloter au niveau RH vos mobilités internationales. Donc ça, c'est une version de démo, donc c'est vraiment programmé pour voilà, présenter. Il faut savoir que ce que je vous montre est tout à fait paramétrable en fonction des process de chaque entreprise et des politiques de mobilité internationale de chaque entreprise. Donc, vous avez accès à une cartographie qui vous montre où sont placés vos talents sur l'ensemble de vos mobilités internationales. Et dans le cadre de l'impatriation aujourd'hui, on va pouvoir zoomer sur le pays concerné, donc la France. Et vous retrouvez ici, je vais enlever ça, vous retrouvez ici placé sur un process où en sont les différents dossiers et à quelles étapes ils sont positionnés. Alors, comment ça se passe concrètement pour en arriver à positionner et à avoir les différents dossiers sur un process? Donc là, vous avez le détail des dossiers et les KPI qui sont associés. Il va falloir, vous avez accès à votre liste d'employés en mobilité internationale, soit parce que vous avez été le chercher via votre SIRH, soit parce que ça a été initialisé dans la solution, soit vous pouvez ajouter vos employés ici directement à la mano quand vous avez par exemple, un recrutement et vous savez que vous allez l'envoyer en mobilité internationale. Donc, je ne vais pas faire le process parce qu'on est un petit peu en retard sur le temps. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que quand vous avez un salarié qui est recruté, vous allez lui créer une mobilité et cette mobilité va générer automatiquement une checklist de tâches
Et ces tâches-là reprennent exactement vos process d'impatriation. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de travailler dans un écosystème où tout le monde est connecté. Ça permet de travailler sur un même process, de l'harmoniser, de savoir exactement qui fait quoi et de faire intervenir les gens concernés en fonction des tâches, des différentes tâches affichées. Donc, une fois qu'on a affiché cette checklist de tâches, on peut connecter le salarié et le prestataire associé et chacun peut intervenir à son niveau. On peut automatiser les tâches et suivre comme ça tout le process d'impatriation jusqu'à la question, évidemment, qui se pose du retour. Alors, vous avez sur le dossier du salarié tous les éléments qui peuvent le concerner, ses points de rémunération, l'ensemble de ces informations, quels sont les managers qui le gèrent et les prestataires connectés s'il y en a, et toute la gestion documentaire. Je vous montre très vite voilà comment ça se passe. Les documents sont classés par type de mobilité et ensuite sur les différents sujets, et on peut donner des statuts à ces documents et on peut les échanger directement avec le salarié ou les prestataires quand ils sont connectés. J'ai comment dirais-je, un réseau un peu ralenti. Donc, on peut évidemment, à chaque fois qu'il y a une expiration du document, alors pour tous les documents, on a des alertes de conformité et on a tous les éléments nécessaires qui nous permettent de suivre l'évolution. Donc, ça, c'est pour toute la partie pilotage très rapide côté RH. Côté salarié, comment ça se passe? Si vous voulez que votre salarié, dans le cadre de son impatriation, il ait un suivi et vous lui donnez accès à ce suivi-là, vous pouvez le connecter directement à un accès voilà qui lui est propre, qui s'appelle, enfin nous appelons Bidaya au sein d'Expatéo. Donc là, il peut avoir plusieurs mobilités et aller sur une mobilité. Donc pareil, la version que je vous montre, c'est une version vraiment propre à la démo. Et là, je vous montre une version pour laptop, mais voilà, c'est une web app sur téléphone mobile. Mais en visio, c'est un peu moins, voilà, moins facile de montrer. Donc là, quand il arrive pour préparer son impatriation, il a accès à une checklist de tâches, soit sur vue calendaire. Donc ces tâches sont générées automatiquement et elles sont le RH peut pousser certaines tâches quand il a besoin de certains éléments. Donc soit elles sont présentées par vue calendaire, soit par thématique. Donc voilà, on va aller par exemple dans logement. Là, il a une information sur cette thématique. Il a les tâches qui sont liées et les services associés à cette thématique. Et il peut retrouver aussi l'ensemble des services qui sont mis à sa disposition dans le cadre de sa mobilité. Plus il va remplir les tâches qui sont associées pour sa mobilité, plus ça va faire avancer, vous le voyez ici, plus ça va faire avancer le process pour jusqu'à la mise en œuvre de sa mobilité. Vous avez ici toute la gestion documentaire pour le salarié, c'est-à-dire qu'il va pouvoir archiver ses documents privés. Voilà, mais aussi les partager directement avec les personnes concernées via par le biais des différentes thématiques qui l'intéressent. Donc là, il va pouvoir, par exemple, envoyer ses déclarations. Donc évidemment, c'est un faux document et renseigner les différents éléments qui sont importants et savoir surtout avec qui il va pouvoir partager ce document. Donc, voilà pour la démo sur l'outil. Je reviens à l'écran. Très bien. J'ai été un petit peu vite. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci à vous. Merci Sophie. On est un peu speed, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vous propose qu'on regarde rapidement des questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, eh ben on reprendra contact avec vous. On a vos coordonnées, donc on vous recontactera pour répondre à vos questions. Alors il y a beaucoup de questions immigration, hein. Je vais commencer par la première, la question d'Anna. Bonjour, il me semble que dans le cadre des étudiants, ils ont une autorisation de travail à titre provisoire avec une limite d'heures par an. On peut donc les recruter et modifier le statut par la suite, non? Emma, je te laisse nous dire ce que tu en penses. Emma, on t'entend pas. Ouais. Pardon, excusez-moi. C'est bon là? Ouais, Oui. nickel. Ok, super.
Donc oui, je disais effectivement une embauche en CDD est possible car effectivement les étudiants ont le droit de travailler à titre accessoire. En revanche, dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD plus long, il faudra effectivement faire une demande de changement de statut pour qu'ils puissent continuer à travailler. Donc oui, possibilité d'embaucher sur la base du quota d'heure initial et ensuite changement de statut pour pérenniser le contrat. Parfait, merci Emma. Une question de Virginie. Pouvez-vous nous repréciser comment faire pour procéder aux vérifications nécessaires avant le recrutement d'un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour travailleur? Emma? Pardon. Pardon. Est-ce que tu peux redire, Caro? Je suis désolée. Oui, bien sûr. On nous demande comment procéder aux vérifications nécessaires avant le recrutement d'un ressortissant étranger qui a un titre de séjour travailleur. Je trouve pas la question, mais du coup, si c'est un titre de séjour travailleur, il faut effectivement faire une demande d'autorisation de travail, même si le titre de séjour est valable plusieurs années. D'accord. Et il faut faire une déclaration d'authentification à la préfecture, Oui, c'est et ça? la déclaration d'identification. Alors j'ai vu, il y avait beaucoup de questions sur la déclaration Tout à d'authentification. fait. En fait, c'est un email ou un formulaire à remplir et à envoyer à la préfecture compétente au plus tard 2 jours avant le début du contrat. Si jamais ça n'a pas été fait dans les 2 jours, ça reste obligatoire. Et en fait, oui, c'est juste un formulaire ou un email pour vérifier que le titre de séjour de la personne que vous recrutez est correct, que ce n'est pas un faux et que la personne est bien autorisée à travailler. Super, merci beaucoup. Il y a pas mal de questions aussi sur les changements d'employeur, les changements de statut. Je vous précise en fait qu'on organise un webinaire, je l'ai mis dans le chat tout à l'heure, mardi 22 juin à 9h30 sur la question du travail des étudiants étrangers en France. Donc, vous recevrez les invitations. Et on a aussi des formations dédiées, immigration professionnelle plus globalement, des formations sur le changement d'employeur et le travail des étudiants également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ces formations. Je vais peut-être laisser la parole du coup à Samia pour d'autres questions sur ta partie. Oui, merci Caro. En fait, donc j'avais une question d'Elisabeth Cagnier sur les retours d'expatriation. C'est une grande question. Est-ce qu'on applique le régime des impatriés au retour d'expatriation? Donc j'ai répondu, puis j'ai répondu par mail parce que ma réponse était un peu longue. Donc proprement dit, les retours d'expatriation sont pas vraiment l'esprit du texte de l'article 155B, parce que ce n'est que réactiver un contrat français qui a été suspendu le temps de la mission à l'étranger, même si le salarié était non résident. Mais on a eu un rescrit, on a posé un rescrit à l'administration fiscale dans un cas d'un retour d'expatrié qu'on a eu au cabinet, dans lequel en fait il n'y avait pas, le salarié qui était à l'étranger a changé d'employeur quand il est revenu en France. Et dans ce cas-là, l'administration a indiqué que l'article 155B s'appliquait. Donc on n'a pas encore déposé de rescrit, on n'a pas eu de dossiers qui ont accepté qu'on fasse un rescrit dans un cadre d'expatriation classique, de retour, de réactivation du contrat d'origine. Donc nous, sur cette question, vraiment, on vous encourage pour un cas précis à poser la question à l'administration. Donc que ce soit le salarié qui est concerné par le régime de faveur, qui pose la question à son administration en donnant vraiment les cas précis de structuration contractuelle. Top, merci Samia. Voilà, toutes les personnes qui nous ont posé des questions, Virginie, Alison, Pénélope, Béatrice, Léa, Cécile, etc. On reprend contact avec vous. On fera une petite réponse personnalisée si ça vous va. Il est 10h20, on a un petit peu dépassé le timing. Merci beaucoup. On se retrouve pour le dernier webinaire, du coup, le dernier webinaire de la série de 3, ça arrive. Ça sera jeudi 24 juin à 9h30 et c'est un sujet que j'adore. C'est sur la compliance dans la gestion de la mobilité des détachés prestataires de services en France. On passera en revue, du coup, la question des obligations risques et les solutions de gestion.
J'espère que ça vous a plu et puis que on a répondu à vos questions, que ça vous a un petit peu éclairé tout ça. On vous envoie le replay dans les minutes qui viennent, je crois, Sarah. Hein. N'hésitez pas à partager avec vos collègues. Et puis, vous avez nos coordonnées dans la première et la dernière slide, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup tout le monde. Bravo encore. Et puis, bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir, merci à tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous. Bonne journée.